Did you know that foreign investors are quietly funding lawsuits in American courts through a practice called third-party litigation funding? Shadowy overseas funders are paying to sue American companies in our courts, and they don't pay a dime in U.S. taxes if there is an award or settlement. They profit tax-free from our legal system, while U.S. companies are tied up in court, and American families pay the price, to the tune of $5,000 a year. But there is a solution. A new proposal before Congress would close this loophole and ensure these foreign investors pay taxes, just like the actual plaintiffs have to. It's a common-sense move that discourages frivolous and abusive lawsuits and redirects resources back into American jobs, innovation, and growth. Only President Trump and congressional Republicans can deliver this win for America and hold these foreign investors accountable. Contact your lawmakers today and demand they take a stand to end foreign-funded litigation abuse. BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit BetterHelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax. What time is it now? Time is it now? Talk to that. Talk to that. What time is it now? What time is it now? Salut à tous et bienvenue pour un nouveau rendez-vous de Touchdown Actu, un nouveau podcast consacré comme chaque jour désormais un débrief de la draft de votre équipe et aujourd'hui focus sur la QV 2025 des Baltimore Ravens, savoir ce qui nous a plu, moins plu dans ce qu'ont réalisé Eric DeCosta et John Harbaugh dans l'optique de retourner au Super Bowl qui, on le rappelle, s'était incliné en demi-finale de conférence donc en janvier dernier face aux Buffalo Bills. Pour parler de cette franchise, Antoine Adjavon est avec moi. Salut Tonio. Salut Greg, un plaisir une nouvelle fois de t'accompagner avec une équipe pour laquelle c'est toujours assez facile de faire des reviews de la draft. Tout à fait, c'est un exercice qu'on maîtrise plutôt du côté des Ravens, ça fait partie de ces équipes notamment qui mettent beaucoup l'emphase dessus avec ces fameux tours compensatoires qu'on anticipe en amont des 3e, des 4e, des 5e tours en pagaille chaque année. Et il y a pas mal de choix de nouveau à débriefer du côté de l'équipe du Maryland avec 11 sélections, si je sais compter désormais. Et je vais vous les exposer tout de suite, vous les énumérer dès à présent avec notamment la sélection de Malachi Starks, le safety de Georgia au premier tour, Mike Green, le pass rusher de Marshall au 2e, Emory Jones Junior, le lineman offensif d'LSU au 3e. On avait ensuite Teddy Buchanan, linebacker de Californie au 4e. Au 5e, Carson Vinson, lineman offensif d'Alabama et AM. Ensuite, au 6e tour, un joli petit troupeau avec Bilal Koneh, le cornerback de Western Michigan. Tyler Loop, kicker d'Arizona. Il s'est passé quelques petites choses depuis, ça ne vous aura pas échappé. L'Adjante Wester, receveur de Colorado. Enias Peebles, defensive tackle de Virginia Tech. Et Robert Longerbeam, le cornerback de Rutgers. Avec, pour terminer au 7e tour, Garrett Dellinger, autre lineman offensif d'LSU. Alors on a parlé de Washington il n'y a pas longtemps, Tonio. Alors c'était un peu plus simple pour faire le tri. On met celui-là de côté, on analyse 2-3 choix, tranquille pépère. Là il y a quand même un peu plus de choses quand même à brasser. Question un petit peu traditionnelle. Mais déjà, quelle est la note positive que tu retiens au sortir de cette draft des Ravens 2025 ? Il y en a pas mal, comme on l'a dit, c'est une équipe qui brille, en tout cas pour nous autres analystes, observateurs, chaque année lors de la draft. Moi, je vais pas faire très compliqué, je vais commencer avec leur premier choix. Pourquoi les meilleures équipes restent très bonnes ? Parce qu'elles ne bougent pas et qu'elles laissent des bons joueurs arriver, tout simplement. Malachi Starks, il va certainement être titulaire très très rapidement aux côtés de Kyle Hamilton. C'est un besoin et c'était peut-être le meilleur joueur, c'était le meilleur joueur encore disponible à ce poste lorsque Baltimore a sélectionné. Il n'y a eu aucun effort à faire.
Pour moi, c'était largement un des 20, peut-être même des 15 meilleurs joueurs de cette draft, tout poste confondu. Se retrouver avec lui à la fin du premier tour au 27e choix, c'est encore une fois un coup de chance, mais est-ce que on peut parler de chance quand ça arrive année après année? C'était un titulaire indiscutable à Georgia pendant 3 saisons. Georgia qui maintenant se développe une réputation de formateur de joueurs défensifs assez exceptionnels. Ils sont rares les joueurs défensifs qui arrivent en NFL depuis Georgia et qui ne réussissent pas. Il est quand même assez polyvalent. Je pense qu'il peut jouer aux 2 postes de safety sans trop de problèmes. C'est un très bon athlète et puis surtout il est intelligent. Quand on le voit jouer, il arrive très bien à se situer dans l'espace. Il est très bon pour apporter son soutien dans les jeux de course. La couverture est là aussi très bonne. En fait, quand on regarde ce joueur, il n'y a pas vraiment de point faible. Le seul petit défaut, c'est justement qu'il n'y a pas non plus de points exceptionnels qui font que c'est un joueur qui aurait pu être sélectionné encore plus tôt. Mais bon, voilà, c'est encore une fois, il y a pas trop de secrets dans la draft hein, quand on s'appelle Baltimore. C'est aussi le cas de Philadelphie, par exemple. On ne panique pas, on regarde ce que les autres équipes font, et puis lorsque notre tour vient et qu'on est appelé, on sélectionne le meilleur joueur qui, souvent, par chance ou coïncidence, correspond également aux besoins. C'est le cas là, donc Malachi Starks, c'est un choix parfait pour Baltimore. Oui, c'est sûr, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai qu'il y avait un besoin quand même assez prégnant sur le poste de safety. Ardarius Washington n'était pas officiellement signé, mais on se doutait qu'a priori il allait revenir avec son contrat d'agent libre restrictif et justement le fait qu'on l'ait quand même bien bloqué. Mais ce qui est intéressant, c'est que Malachi Starks a quand même assez de capacité, tu le disais. Alors il peut jouer sur différents postes de safety, il peut aussi jouer nickelback, c'est là qu'il a beaucoup joué, notamment du côté de Georgia, et en effet là encore, si on veut avoir un côté un peu protéiforme, un côté menaçant protéiforme du côté du backfield défensif de Baltimore, avoir un joueur comme Malachi Starks, c'est une aubaine, parce qu'en effet il est capable de jouer un petit peu partout, d'être clairement une amélioration à mes yeux par rapport à un Marcus Williams qui n'a pas eu une carrière NFL où il a déshonoré, mais on sentait quand même que dans les moments chauds ça pouvait paraître un petit peu léger. Et c'est toujours la même chose qu'on va mettre en évidence avec Baltimore, c'est que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Malachi Starks, le principal point, je trouve, sur lequel on peut le critiquer, c'est peut-être d'un point de vue production. On attendait vraiment de sa part que ce soit un joueur capable de punir les attaques adverses, de par sa capacité justement à quadriller une large partie du dernier rideau défensif. Et c'est vrai qu'on a eu un peu cette impression, fausse ou avérée, qu'il avait tendance un petit peu à se reposer sur ses lauriers par moment, à pas trop forcer son talent, presque dans l'idée de j'attends ma carrière NFL et je vais pas trop en faire, ça va, ça suffit, on a une bonne défense, ça peut le faire. Et encore une fois, je dis pas que c'est une vraie impression et c'est ce qu'il a fait, mais c'est vrai que on pouvait avoir ce petit sentiment de frustration en le voyant jouer. Et je me dis, tu mets un joueur comme ça à Baltimore, où quand même l'exigence depuis maintenant plusieurs décennies, c'est quand même ce qui caractérise ce programme. C'est un joueur qui, aux côtés de Kyle Hamilton, peut être absolument létal. Et on peut avoir le meilleur duo de safety de la NFL, les yeux fermés. Donc ça peut clairement qu'être une bonne opération pour te rejoindre à ce sujet. Pour le deuxième choix, alors là encore, je ne sais pas, un petit peu comme pour Washington, je ne sais pas si ça va être un point négatif, un point positif. Comment tu analyses la sélection de Mike Green, notamment le edge rusher de Marshall? C'était un joueur qui était presque annoncé top 10 à un moment donné. Alors, il y a eu des soucis un petit peu extra-sportifs, je ne sais pas trop si on va développer, mais en tout cas il y a eu quelques petites affaires ici et là. Le fait de le récupérer en 59e choix, on doit en penser quoi à tes yeux? Moi justement, j'ai envie de parler un petit peu de ces affaires extra-sportives. Rapidement, ces 2 accusations d'agression sexuelle. Pourquoi en parler? Alors, il y en a une au lycée, une lors de ses premières années à l'université de Virginia, parce que c'est Baltimore. Et que Baltimore, ça fait quand même plusieurs saisons que ça tombe sur eux, ou qu'ils se le font tomber sur eux-mêmes, qu'ils ont des joueurs avec des soucis extrasportifs. Alors, évidemment, il y a le cas Ray Rice qui est différent, qui avait asséné un coup de poing à sa fiancée à l'époque, qui est devenue sa femme depuis. Certains diront qu'il y a Ray Lewis à l'époque. Pardon, ça c'est pour Alain, pour Alain, cadeau. Oui, pardon. Je te laisse reprendre, excuse-moi.
récemment, on va en discuter peut-être un peu plus tard, le cas de Justin Tucker, où il a été révélé dans la presse qu'il était impossible pour la franchise de Baltimore de ne pas être au courant, à minima, de quelques-uns des faits qui lui sont reprochés. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu gênant qui se porte sur un nouveau joueur avec des accusations aussi graves. Alors, ils se sont défendus en disant qu'ils ont fait leur devoir, comme on dit, qu'ils ont mené leur enquête. Mais justement, à cause de ce passif, et notamment le passif très récent avec Justin Tucker, est-ce qu'on peut leur faire confiance à 100%? Point d'interrogation. Si on parle que du football, là encore, c'est un choix assez exceptionnel. Parce que ça répond à un besoin. Ils avaient besoin d'un pass rusher pur. Quand on regarde le profil qu'ils avaient sur la ligne défensive, c'est des bons joueurs, des joueurs productifs, notamment à l'intérieur, mais il manquait ce profil de pass rusher, j'ai envie de dire, un peu classique. Et Mike Green, peut-être de par ses accusations, justement, s'est retrouvé à Marshall, à l'université de Marshall, où il a été extrêmement productif, notamment en termes de sacs, ce qu'on demande à un pass rusher. Sélectionner un joueur de ce type-là, là aussi, qui correspond à un besoin, avec des qualités physiques et athlétiques qui sautent aux yeux quand on le regarde sur le terrain. À ce niveau de la draft, au deuxième tour, là encore, j'ai envie de dire, c'est quasi parfait, même si je pense que sans ces soucis extrasportifs, il aurait jamais été disponible à ce niveau de la draft, ce qui nous amène aussi à pondérer notre enthousiasme. Oui, c'est ça. Il va falloir voir, encore une fois, si on arrive à le cadrer, comme tu disais, et pas uniquement à mettre des choses sous le tapis, potentiellement, si je résume un peu grossièrement ce que tu dis. Mais c'est vrai qu'encore une fois, voilà, il y a le besoin, il y a le profil clairement indéniable pour mettre un petit coup de pied aux fesses à Odafe Oweh, qu'on n'a peut-être pas suffisamment montré, lui qui était un ancien premier tour de draft. Donc il y a quand même cette volonté-là. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. Voilà, c'est quand même un joueur extrêmement explosif, un des meilleurs premiers pas de cette draft, et tout simplement un joueur, c'est un petit taureau quoi. C'est vraiment un joueur qui est extrêmement difficile à contenir, et je pense qu'il peut faire pas mal de dégâts, même dans un rôle de second couteau entre guillemets dans un premier temps. Donc c'est quand même assez intéressant. Forcément, alors moi il y a un autre point sur lequel je voulais insister. Alors, on a mis beaucoup l'emphase sur les lignes du côté de Baltimore. Ça c'était quand même un besoin. Il y avait besoin de beaucoup de profondeur. Alors je disais, on a pris les deux d'LSU, notamment Garrett Dellinger, le garde d'LSU, et Emory Jones Jr., alors qui était tackle à l'université, mais qui a priori paraît quand même un peu plus configuré pour jouer garde. Sachant qu'en plus ils prennent Carson Vinson, le tackle un petit peu projet d'Alabama A&M, qui lui quand même de par son profil physique sera peut-être plus amené à jouer tackle, peut-être en tant que doublure de Ronnie Stanley, de Roger Rosengarten, pardon. Donc ça va être à surveiller. Est-ce que tu as un avis sur Tyler Loop, le kicker d'Arizona, qui a priori sera titulaire sur le papier en tout cas, c'est le message que ça envoie après la coupe de Justin Tucker assez récente. Alors, oui, la question c'est est-ce que j'ai scouté Tyler Loop? Non, je vais pas vous mentir. Il a un bon pied, je crois. Je regarde. Voilà, c'est ça. Alors, il me semble que j'ai regardé un seul match d'Arizona la saison passée, et je m'étais pas du tout attardé sur lui par son poste, malheureusement. Mais du coup, on peut se concentrer que sur ses stats et sur son combine surtout, où il a été très performant. Il a réussi 13 de ses 14 coups de pied, dont un de 60 yards. C'est évidemment sans opposition, sans public, sans stade. Mais en tout cas, ça reste un indicateur assez intéressant. Lors de sa carrière universitaire, il a réussi 6 de ses 9 coups de pied de plus de 50 yards. Là aussi, ça reste intéressant. Et ce qui est un peu insolite, c'est que les Ravens étaient jusqu'à présent la seule équipe de l'histoire de la NFL à n'avoir jamais drafté un kicker. Donc voilà, c'est corrigé, évidemment provoqué par les soucis extrasportifs de Justin Tucker, et d'ailleurs qui n'était pas que extrasportif, parce qu'il a fait une très mauvaise saison l'an dernier. D'ailleurs c'est comme ça qu'ils ont justifié son départ. Est-ce qu'on les croit ou pas, ça chacun est juge, mais en l'occurrence là aussi, il y avait évidemment un besoin pour remplacer Tucker, même s'il n'était pas encore coupé au moment de la draft. Et il a des stats, Tyler Loop, qui laissent paraître qu'a priori, ça devrait être un bon kicker en NFL. Encore que c'est parfois assez aléatoire sur ce poste. Sûr. Bon, on se rappelle, il y a toujours le cas de Staguero, c'est ça le kicker de Florida, c'est ça qui était parti du côté de Tampa Bay. Ouais.
Ouais, Florida State. Rigoberto? Non, c'est Rigoberto, c'était l'autre, c'est celui de Georgia où je confonds tous les kickers, incroyable. Il y avait un Rigoberto, non? Mais j'ai plus son nom de famille cette fois-ci. Ouais, je vais te le retrouver tout de suite. Avec un look incomparable. Aguayo. C'était Aguayo, voilà. Merci pour le rectificatif. Ouais. Juste ce que j'allais dire, alors Tyler Loop, pour la précision, hein, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, finaliste quand même du Lou Groza Award, hein, pour la précision, c'est le titre de meilleur kicker de la saison, donc il était finaliste en 2024, c'est pas lui qui a gagné, mais ça insiste quand même sur les bonnes stats que tu évoquais tout à l'heure. Et il y a eu pas mal de boulot, hein, du côté d'Arizona, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Ted McMillan, le receveur star qui est parti du côté de Carolina, mais l'attaque en règle générale était pour le moins pénible. Donc ça lui a quand même permis de se faire un petit peu la main pour tenter de conclure les actions. On peut pas dire qu'il arrive avec peu de références à sa disposition. Sachant que, alors ça faut pas le perdre de vue aussi, il y a aussi Jordan Stout dans l'effectif, qui sur le papier est punter, l'ancien de Penn State, mais qui a déjà tapé des coups de pied aussi. C'est pas quelque chose qui lui pose problème. Alors après, est-ce qu'ils vont vraiment l'essorer à le faire et punter et kicker, hein, ils vont peut-être juste garder Tyler Loop en holder la première année, mais c'est pas forcément quelque chose de farfelu à perdre de vue. En tout cas, pour l'instant, ils ont pris un autre kicker non drafté, mais voilà, on va pas faire une émission spéciale kicker en l'occurrence. Juste avant de parler de la note, il y a un dernier joueur peut-être dont je voulais parler qui m'avait pas mal satisfait. Enfin, en tout cas, donc je suis assez curieux de voir ça. C'est Enes Peebles, le defensive tackle de Virginia Tech. Je trouve que c'est vraiment un joueur c'est un joueur qui a un profil très unidimensionnel. C'est pas un joueur qui va être capable de générer une pression énormissime, mais je trouve qu'en tant que run stopper, vraiment, pour prendre un petit peu, pour assurer la profondeur, notamment après le départ en retraite, par exemple, d'un Michael Pierce, ça peut vraiment être un joueur, je pense, qui peut se développer dans cette défense des Ravens. C'est un joueur extrêmement agressif, extrêmement constant dans l'effort, et ça peut, je pense, être une bonne pioche au 6e tour et au 210e choix. C'est pas impossible qu'on en reparle, selon moi. Donc voilà, je parlais des lignes globalement et notamment de la O-line qui a bien été considérée, notamment pour assurer de la profondeur. La ligne défensive n'a pas été oubliée pour autant. Ouais, si je peux ajouter un petit mot, c'est vrai que quand on le voit jouer, c'est vraiment une boule d'énergie, ce mec. Il manque un peu de technique, il paraît parfois un peu... il manque aussi un peu de souplesse, on dirait parfois juste un joueur très très brut, mais il n'empêche que ça fonctionne. Il a quand même été productif à l'université, et s'il y a quelques aspects à raffiner, nul doute qu'il aura l'occasion de le faire à Baltimore. En général, c'est un staff et une franchise qui arrive à tirer le maximum des joueurs qui restent. C'est ça. Oui, c'est clairement le profil athlétique qui de toute façon l'a fait descendre. Clairement, surtout dans une classe de ligne défensive, vous en aviez parlé avec Cyprien, je crois, de mémoire, qui était quand même très très fourni. Voilà, il pouvait faire un petit peu de tâche d'un point de vue athlétique, mais clairement les qualités sont là et ça peut être un joueur dans ce staff-là qui pourra s'éclater. Quelle note on met justement aux Ravens par rapport à ce qu'on a dit? Globalement, ça devrait être assez positif quand même. Oui, alors moi je suis assez dithyrambique, sauf sur un choix dont on n'a pas parlé en détail, c'est celui d'Emery Jones, qui pour moi arrive assez tôt, notamment du fait que tu l'as rapidement mentionné, il devrait changer de poste, donc ça nécessite du temps, ça nécessite du développement, il devrait donc pas être titulaire. Et avec un troisième choix, je pense que un choix du 3e tour, je pense qu'il y avait un peu mieux à faire pour renforcer une équipe qui va encore une fois s'avancer comme un candidat, sinon un favori au Super Bowl. Donc voilà, c'est un choix qui, pour moi, aurait dû, si en tout cas il voulait se concentrer sur ce joueur, qui aurait dû intervenir un peu plus tard dans la draft. Ce qui fait que je vais leur donner la note de 8 sur 10, parce que en dehors de ça, ça m'enchante quand même beaucoup. Alors évidemment, il y a le nombre de sélections qui fait que on va pas tomber dans le piège du fait qu'il y ait beaucoup de joueurs sélectionnés, donc c'est forcément une bonne draft. Mais au-delà du fait de cette draft conséquente, il y a aussi de la qualité. Et encore une fois, comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est une draft réussie, en tout cas sur le papier pour Baltimore, à voir comment ça se concrétise sur le terrain. Oui, 8, ça me paraît une note sur laquelle je te rejoindrai. Alors c'est vrai qu'Emery Jones, c'est un peu l'anti-Peebles pour le coup. Hein. C'est un joueur qu'on draft haut pour le profil athlétique, mais il y a un petit peu de travail pour peaufiner, je te rejoins là-dessus. Donc voilà, mais après la valeur en soi me choque pas, donc 8 ça me paraît très très bien globalement pour, comme souvent,
une draft assez satisfaisante. J'ai vu peu de voix un peu discordantes concernant ce qu'ont fait les Ravens. Globalement, on est assez satisfait. On a été, comme d'habitude, patient et ça a porté ses fruits à première vue. Il faudra voir si ça suffira à franchir ce palier qui, malheureusement, n'a pas été atteint au cours de la saison 2024. Merci encore, Tonio, d'avoir été en ma compagnie. J'en profite de nouveau pour vous rappeler, si vous n'étiez pas au courant, que pour la toute première fois, Touchdown Actu vous propose de participer à un voyage pour voir un match NFL, voyage organisé par notre partenaire Hardwork Trip. Ça se déroule en octobre prochain avec notamment un match des Chargers auquel vous pourrez assister. Vous pourrez également visiter des installations NFL ou même réaliser une petite partie sur la pelouse du SoFi Stadium, l'enceinte donc des Los Angeles Chargers. Tout cela, bien entendu, en découvrant plus en détail la ville de Los Angeles où il y a moult choses à voir. C'est donc au mois d'octobre, donc comme je vous le disais, vous pouvez retrouver toutes les informations détaillées sur touchdownactu.com. N'hésitez pas à consulter ça, ça va être assez fou à effectuer. Merci encore, Tonio. On se retrouve très vite pour la suite des hostilités NFL et draft, avec notamment plus d'informations, vous le savez, sur touchdownactu.com ou sur les réseaux sociaux. À très vite pour un nouveau rendez-vous NFL. Salut à tous. The new McCrispy Strip is here. Dip approved by ketchup, tangy barbecue, honey mustard, Sprite, McFlurry, Big Mac sauce, double dipped in buffalo and ranch, more ranch, and creamy chili McCrispy Strip Dip. Now at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Did you know that foreign investors are quietly funding lawsuits in American courts through a practice called third-party litigation funding? Shadowy overseas funders are paying to sue American companies in our courts, and they don't pay a dime in U.S. taxes if there is an award or settlement. They profit tax-free from our legal system, while U.S. companies are tied up in court, and American families pay the price, to the tune of $5,000 a year. But there is a solution. A new proposal before Congress would close this loophole and ensure these foreign investors pay taxes, just like the actual plaintiffs have to. It's a common-sense move that discourages frivolous and abusive lawsuits and redirects resources back into American jobs, innovation, and growth. Only President Trump and congressional Republicans can deliver this win for America and hold these foreign investors accountable. Contact your lawmakers today and demand they take a stand to end foreign-funded litigation abuse.